Bonjour à tous. Voilà. Ravi de démarrer avec vous cette table ronde sur les regards croisés sur les tiers-lieux. En fait. Alors, je remercie les invités qui ont pu se joindre à nous. Donc, ici, on va un petit peu discuter avec des regards sous différents angles, en fait, de qu'est-ce qui fait les motivations pour créer un tiers-lieu ou pour y participer. Mais aussi, j'espère sans langue de bois, on va évoquer les difficultés ou les obstacles que rencontrent à la fois les porteurs de projets, les élus et même les utilisateurs, on ne sait pas comment dire, acteurs, utilisateurs, un concours est lancé. Donc je vais vous présenter mes panélistes. Donc Sandrine Missakian. Toi, tu es chargée mon anti-sèche, chargée de mission développement économique et durable au sein du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Donc, tu accompagnes au quotidien des tiers-lieux et tu as une mission de développement de ce type d'institution, de lieu en tout cas. Bertrand Houillon, vous êtes le maire de Magny-les-Hameaux. Et vous avez aussi un projet, ou en tout cas des projets pour développer les tiers-lieux sur votre commune. Et vous allez pouvoir nous partager finalement qu'est-ce qui vous motive, quels sont vos souhaits par rapport au développement de ce type de lieu, puis aussi les difficultés éventuellement rencontrées. Valérie Ancelin, toi tu es gérant déjà, et tu as été porteur de projet tiers-lieux et maintenant tu gères un tiers-lieu à Palaiseau qui s'appelle l'Ébullition. Et pareil, tu vas un petit peu nous en dire plus sur ton cheminement pour arriver à ce tiers-lieu, comment ça a mûri, combien de temps ça a pris, etc. Et où tu en es aujourd'hui dans la création du tiers-lieu. Et enfin Myriam, qui est Aymon, c'est ça, je me trompe pas, qui est utilisatrice de tiers-lieu sous un angle assez particulier. Et donc, tu vas nous expliquer ce que tu cherches toi dans les tiers-lieux et ce que tu trouves, mais aussi peut-être ce qui est plus difficile à mettre en œuvre. Voilà, donc on essaiera de tenir le timing, enfin, ça va être mon boulot. Et du coup, j'essaierai de vous laisser la parole à peu près 10 minutes si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez interroger nos participants, nos panélistes à la fin de la table ronde. Parce je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire, donc on va essayer que chacun puisse s'exprimer. Donc les questions seront plutôt prises à la fin, donc notez bien vos questions. Et puis je vais aussi me présenter, en fait, ça se fait. Donc moi je m'appelle Claire Veillou, je suis juste une habitante du Mesnil-Saint-Denis, très intéressée par les tiers-lieux. Et grâce à l'équipe du parc, notamment Sandrine et Mathilde, je ne sais pas où elle est, nous avons monté pour nos élus, enfin j'ai monté pour les élus du Mesnil ce qu'on appelait une visite apprenante de tiers-lieux, et ils sont tous là, tous ceux qui nous ont reçus en mai. Et pour moi c'était essayer de créer un déclic dans la tête de nos élus pour qu'ils se disent oui, c'est un projet intéressant pour notre territoire, pour notre commune, et pour développer quelque chose de positif. Voilà, donc on est parti. On va commencer par toi, Sandrine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta mission et pourquoi en fait le parc naturel s'intéresse aux tiers-lieux et souhaite les développer? Bonjour, oui, ça fonctionne, super. Déjà, merci pour l'accueil et pour l'animation, Claire. Merci Lumen Chevreuse et nos élus qui nous soutiennent sur cette dynamique. Merci aussi à l'ensemble des tiers-lieux qui sont là, les écolieux également. Et on est ravis de voir le soleil se lever sur le château de la Madeleine. Donc un super lieu pour pouvoir parler justement de ces liens vraiment importants sur le territoire. Donc nous, Parc Naturel, on a vraiment du sens sur ces sujets de tiers-lieux. Un enjeu territorial, donc tisser des liens, donc c'est aujourd'hui Lumen, on est vraiment sur ce sujet. Et donc nous, par rapport à nos missions, on a donc
le but, c'est aussi de l'expérimentation. Donc là, on est au cœur du sujet parce qu'on a 12 tiers-lieux présents. Et il y a 2 ans, en tout cas, ils étaient tous peut-être en émergence, mais en tout cas, ils n'étaient pas en lien. Donc nous, par rapport à cette expérimentation, c'était ça l'enjeu, de pouvoir mettre en lien l'ensemble des acteurs sur des sujets donc, notamment patrimoniaux. Donc nous, on a donc par rapport au parc naturel une charte. Et donc la charte, c'est aussi de protéger la biodiversité au sens large et de pouvoir... on a un objectif zéro artificialisation, donc là, pouvoir réutiliser finalement des lieux patrimoniaux pour en faire peut-être des futurs tiers-lieux, c'était aussi un enjeu pour nous. Donc on est ravis de voir que un projet qu'on a accompagné autour de Fontenay-lès-Brice, vous pouvez derrière voir les maquettes, se concrétise après... Alors se concrétise, on va dire, avec ces maquettes. Maintenant, le projet, il est toujours en maturation. Expliquer aussi donc, un besoin de structuration. Donc ça aussi, le parc naturel est là pour structurer aussi tout ce qui est autour des tiers-lieux. Et forcément, autour de la table, on voit un Fab Lab, donc autour du savoir-faire. On a également l'A27, le lieu, qui sont autour de la culture, donc qui est très prégnant aussi par rapport aux activités d'un parc naturel. Également les serres de Baudreville sur, on va dire, l'autosatisfaction, je vais y arriver. Ouais, merci. Autosuffisance alimentaire. Et donc, on est vraiment aussi au cœur des enjeux d'un parc naturel, des circuits courts, de l'artisanat, de la culture, de la transmission. Et c'est vraiment, enfin, on se sent, en tout cas nous, investis avec Mathilde, de cette mission, parce qu'il faut bien quand même dire que c'est une mission d'avoir fait ce premier festival. On est ravis d'être là, mais c'est vrai que autant dans d'autres parcs, pour avoir échangé avec l'Ardèche, donc ça fait 8 ans qu'ils sont sur ce sujet, donc ils ont un peu d'historique. Ça fait seulement 2 ans que les collectivités ont bien compris l'importance, l'urgence de se positionner sur ces thématiques de tiers-lieux. Et c'est vrai que nous, c'est vraiment cette parole qu'on veut porter en disant voilà, chaque commune finalement peut avoir ces tiers-lieux. Ils sont finalement, ce sont des lieux vivants qui se construisent avec chacun des acteurs du territoire, qu'ils soient citoyens, qu'ils soient entrepreneurs, et c'est vraiment ce mélange. Moi j'aime bien dire que on travaille vraiment l'intelligence collective et on arrive en partant d'une petite graine après à faire des choses merveilleuses comme aujourd'hui. Donc ça c'est... Voilà. J'arrête parce que oui, c'est vrai qu'après je vais beaucoup parler. Tu as encore le temps. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des motivations des porteurs de projets? Qu'est-ce qu'ils viennent combler finalement comme manque ou comme mission? Oui, alors du coup, également rebondir sur une des missions que je n'ai pas parlé, la mobilité pendulaire. Donc on est tous ici dans la banlieue, hein, donc avec son lot d'embouteillages quotidiens pour aller au travail. Donc c'est vrai que le train supprimé. Voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est vrai que les tiers-lieux, ça répond aussi à ces enjeux, c'est-à-dire de proximité, de créer du lien proche de chez soi, de finalement se rencontrer d'une manière un peu originale et puis construire des histoires. Donc on se rend compte que c'est ça, ce sont des porteurs de projets qui ont besoin de sens et qui ont besoin de créer ce sens près de chez eux, vraiment cette proximité. Et ça, c'est vraiment, je pense, un de vos moteurs. Après, je parle à votre place, donc je suis désolée, mais en tout cas, nous, on le ressent comme ça. Parce que tu as une vision un peu plus large, puisque tu en accompagnes combien, alors justement alors, on a eu, avec ma team, on a eu une trentaine de porteurs, et pour parler un peu chiffres, on a 11 communes qui ont aujourd'hui des projets de tiers-lieux, 5 de manière très active, donc 55 communes, rappelez quand même pour le parc, donc 11 communes, donc ça commence à compter.
Et surtout, l'objectif, comme je dis, c'est qu'il n'y ait pas qu'un tiers-lieu, que finalement chaque citoyen, il peut, on va en parler certainement après, trouver du sens à aller dans tel ou tel tiers-lieu. Et quand on parle souvent de concurrence, on en a encore parlé ce matin avec Quentin au CERF de Baudreville, en fait, je trouve qu'il n'y a pas de notion de concurrence. On est tous différents et on a tous finalement des choses à s'apporter et vraiment voir ça comme des briques et enfin, comme je dis, une intelligence collective et que ça devrait. Voilà, chaque tiers-lieu est spécifique, hein, comme tu disais au début. Ok, merci. De rien, merci beaucoup. Alors, je précise que je ne suis pas de Magny en transition, mais de Ménil-Saint-Denis en transition, sinon on se connaîtrait. Voilà. Donc, je vais vous passer la parole, Bertrand Houillon. En tant que maire de Magny, vous souhaitez vraiment développer une structure de tiers-lieu sur l'agglo, sur votre commune. Vous avez d'ailleurs mené une démarche d'enquête auprès de vos concitoyens. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse et les motivations de votre projet ? Alors, il se trouve qu'à Magny-les-Hameaux, on a des habitants qui sont formidables. C'est-à-dire qu'à la fois, on a un tissu associatif très important, un tissu associatif qui est proactif aussi sur l'évolution de notre société, sur des démarches, et il n'y a pas que Magny en transition d'ailleurs qui rentre dans ce lot-là, mais sur des démarches autour de la solidarité, du lien social, autour de la transition écologique. Il se trouve qu'on a aussi un certain nombre de porteurs de projets, de manière générale, qu'ils soient associatifs ou non, des idées de ressourcerie, des idées, pas que des idées d'ailleurs de Fab Lab, puisqu'on a un Fab Lab qui souhaite, et nous aussi, s'implanter directement sur la commune de Magny-les-Hameaux. On a aussi des associations qui interviennent autour de la culture, qui interviennent aussi autour de l'art et des sciences. Tout ce petit monde finalement se connaît, travaille déjà en commun avec beaucoup de transversalité. Je pense par exemple, ils ont créé un River Café entre des associations de solidarité, le Fab Lab, Magny en transition, et on a une association qui s'appelle Art et Sciences qui, à chaque fois qu'il y a une conférence, il y en avait une cette semaine, sur la problématique de l'eau dans le changement climatique, et il y a toujours un moment culturel à l'intérieur et puis du partage autour d'un petit pot qui est souvent cuisiné par des habitants de la commune. Voilà, c'est plein de choses comme ça qu'on connaît bien avec Laurence qui est là et Roberto qui sont nos adjoints. Et de tout ça, on se dit, à un moment donné, pourquoi pas avoir un ou plusieurs lieux qui puissent regrouper ces initiatives et faciliter finalement par un équipement l'émergence encore de nouveaux projets, l'émergence pourquoi pas de projets économiques aussi à l'intérieur de tout ça, et puis surtout continuer à démultiplier le lien social et la solidarité, parce que on pense que dans toutes les crises qu'on connaît déjà et celles à venir, s'il n'y a pas ces deux éléments de connaissance de l'autre et puis de bienveillance, mais au vrai sens du terme vis-à-vis des autres, et de se serrer les coudes, on ne va pas arriver à grand-chose. Et donc, dans ce cadre-là, on s'est dit, on pense qu'il y a un ferment, un terreau qui est intéressant, on va faire une enquête pour essayer de partir au-delà du ressenti qu'on peut avoir. Et donc on s'est appuyé sur le parc naturel pour pouvoir justement avoir donc un questionnaire. Alors on a eu plus de 160 réponses au questionnaire, un atelier avec plus de 20 participants, en voulant regarder à la fois le côté des habitants de manière générale, pas uniquement de Magny-les-Hameaux, même si beaucoup à Magny ont pu répondre, et puis à la fois aussi du côté de porteurs de projets éventuels, d'acteurs économiques du territoire. Et de tout ça sont sortis le souhait d'avoir une ressourcerie, beaucoup, salle de conférence, un Fab Lab, et j'oublie le quatrième élément, et du coworking, voilà.
Aujourd'hui, on est en train de regarder les différents lieux aussi qui peuvent être disponibles, et c'est là que commencent les difficultés à un moment donné pour une collectivité. Donc je pose même pas la question. C'est le lieu, voilà, c'est le lieu, puisque une commune, en tout cas comme Magny-les-Hameaux, n'est pas forcément propriétaire de l'ensemble des lieux qui sont disponibles, et des lieux publics qui sont disponibles sur notre commune. Nous dépendons en termes de développement économique de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. La question des tiers-lieux est prise spécifiquement dans l'axe développement économique au niveau de cette agglomération. Et donc ça demande un certain nombre de débats, d'échanges, de combats aussi pour réussir à convaincre de l'utilité de lieux sociaux. J'emploie express terme, puisque la base, je pense, d'un tiers-lieu, c'est ce lien social et cette rencontre entre personnes très différentes, et ce n'est pas uniquement un lieu économique. Et donc aujourd'hui, on espère pouvoir avancer sur 2 lieux autour de ça. Maintenant, ce qui nous est répondu par l'agglomération, c'est l'équilibre économique de ce type d'équipement. Et c'est là que le combat continue, on va dire. Et justement, alors sur l'équilibre économique, quelles sont les différentes questions que vous pouvez vous poser sur les activités à faire venir dans un tiers-lieu pour soutenir ce modèle économique? On va partir sur un équipement dans lequel on pourrait avoir les conférences, coworking, ressourceries. J'en oublie toujours un à chaque fois, et c'est jamais le même. Et là-dedans, dans cet ensemble, qu'est-ce qui peut permettre que la collectivité qui a cet équipement n'ait pas tout à payer en termes de charges sur l'ensemble du bâtiment? Voilà. Pas forcément de rapporter de l'argent à la collectivité qui mettrait à disposition le bâtiment, mais que l'ensemble des charges qui lui incombent soient aussi financées par des développements économiques qui peuvent être à l'intérieur. En tout cas, ce qui nous est rapporté. Et comme on est à chaque fois sur des lieux très hybrides, et des lieux qui se construisent souvent sur un temps beaucoup plus long, c'est toute la complexité du montage finalement de ce type de projet. Je prends un exemple qui est en train de se dérouler sur notre commune, qui pourrait à terme s'apparenter à un tiers-lieu agricole, avec sur la ferme de Bulloyer l'installation d'une ferme-école, l'arrivée prochaine d'une école d'application et d'insertion en cuisine et qui vont travailler ensemble, plus d'autres associations qui sont déjà présentes en termes d'éducation à l'environnement et d'accompagnement face à l'échec scolaire. Clairement, les 2 associations que je cite sont portées par les collectivités de manière générale en termes de financement. Certaines collectivités demandent à ces associations d'être à l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire de ne plus demander de subventions et de s'autofinancer, ce qui n'est pas forcément facile quand on intervient à la place du pouvoir public. Et les 2 autres structures doivent réussir à avoir un autofinancement pour elles-mêmes. Il reste encore sur 3000 m² de locaux à peu près la moitié en disponible. Quid de ces évolutions? Qui porte en attendant? Qui entretient en attendant? Sachant que c'est du patrimoine historique, donc on ne peut pas y faire n'importe quoi. Et les collectivités n'ont plus aujourd'hui forcément les moyens de porter aussi leurs investissements sur ces préservations de patrimoine. Sur une commune comme Magny-les-Hameaux, on a 2 fermes comme ça. Une qui est encore libre, je vais dire, vide, qu'on a réussi à préserver du démantèlement et d'une vente à un marchand de biens, donc qui est aujourd'hui propriété de l'agglomération aussi, sur laquelle on pousse aussi l'agglomération pour pouvoir créer ce tiers-lieu. Après, il y a des choses et des initiatives qui sont finalement presque sans intervention. Enfin si, remarquez, on a construit une ferme et à l'intérieur de ça, finalement, on a de l'animation, on a un collectif qui se monte, qui travaille en commun, on a une gouvernance qui
qui s'est établi entre nous, la collectivité, les acteurs qui sont dedans, des associations qui viennent, la MAP notamment, qui vient faire ses distributions à l'intérieur de tout ça. Voilà, on a un lieu nourricier finalement qui est en train de se transformer en tiers-lieu, en tout cas qui est un tiers-lieu. Voilà. Parce qu'aujourd'hui le terme est aussi très large, et souvent quand on en discute avec nos collègues élus, et notamment à l'agglomération, on leur dit on voudrait faire un tiers-lieu, tout de suite ils pensent à un truc public et donc qui va coûter de l'argent, et voilà. Et finalement parfois peut-être pas autant que ça, mais il faut qu'on puisse au niveau des collectivités nous assurer de porter un investissement, et ensuite de ne pas engager trop de fonctionnement, surtout dans les contextes dans lesquels nous sommes. Et puis ensuite qu'on puisse aussi être assuré sur une pérennité dans la durée de ce type de lieu aussi. Puisque si on a des très beaux projets mais qui durent 2 ans et après on ne sait plus quoi faire de l'équipement, ça peut être compliqué aussi. C'est la limite des subventions qui s'arrêtent, quoi. Merci beaucoup. On pourra repasser la parole aux uns aux autres, bien sûr. Merci pour ce point de vue plutôt d'élus et de gestion de communes. Valérie, toi tu es Valérie Ancelin, tu es porteur de projet et tu as un beau jour décidé de faire une transition professionnelle, et tu vas peut-être nous raconter un petit peu comment s'est passé ce temps de transition jusqu'à la création de ton tiers-lieu qui est il y a 1 an, c'est ça? L'ouverture il y a 1 an. Ouais. Voilà, donc explique-nous coup, le parcours. Déjà, bonjour à tous, merci de l'invitation. Et ce qui est bien, c'est que les collectivités, on va dire les porteurs privés, ont les mêmes inquiétudes et les mêmes craintes. Et donc, il y a vraiment moyen de travailler ensemble. Et voilà, on a un peu les mêmes contraintes, j'ai envie de dire. Donc du coup, moi, aujourd'hui, je suis la directrice du tiers-lieu L'Ébullition qui se trouve sur la ville de Palaiseau, dans le 91, sur la ligne du RERB, pas très loin. Voilà, pour ceux qui ne situent pas Palaiseau. Ce tiers-lieu, il est hybride, et c'est un tiers-lieu qui a une vocation et qui a une idée centrale et une valeur centrale autour de la transition écologique et de la transition sociale. J'invente rien en disant ça sur l'univers des tiers-lieux. Et donc il est ouvert depuis 1 an. Il y a 3 activités qui sont lancées. C'est une boutique d'occasion, donc on réceptionne du don particulier qu'on revalorise, sachant que le sujet est de sensibiliser les gens à consommer moins, différemment, de façon raisonnée. Mais je pense qu'ici, toutes les personnes qui sont à peu près ici sont à peu près convaincues de ce système. Et puis c'est surtout aussi faire vivre les objets et les vêtements le plus longtemps possible pour la durée de vie pour laquelle normalement ils ont été fabriqués. Donc il y a cette première activité qui est ouverte à tous, et ensuite on a 2 espaces ouverts, un espace de coworking qui est pour nous un peu un prétexte, mais voilà, parce que coworker aujourd'hui, on peut à peu près coworker un peu partout, j'ai envie de dire. Mais aussi pour aller chercher des sous, parfois il faut parler de coworking dans nos projets. Donc voilà, donc il y a un espace de coworking qui nous, on l'a un peu plus ouvert aux associations et aux entreprises pour venir travailler, mais plutôt en mode collectif plutôt que pour les travailleurs indépendants qui n'ont pas les moyens. Voilà, c'est compliqué d'accueillir du travailleur indépendant. Et puis après, il y a toute une programmation, des animations, des ateliers autour de la sensibilisation, mais pas que. Il y a du sport, il y a des ateliers manuels pour apprendre à faire soi-même, des ateliers de réparation. On accueille des associations qui sont aussi déjà là sur le territoire, parce que le but, c'était pas de faire à la place d'eux, mais bien avec. On n'était pas là pour arriver et dire nous on va le faire mieux que vous. Au contraire, on est là sur Palaiseau, il y a 240 associations. Je vous avoue que je ne les connais pas encore tous. Ça prend du temps. Mais voilà, le but du jeu, c'est vraiment de travailler avec eux et de leur donner un toit aussi pour pouvoir animer et agir en leur nom. Donc voilà, et pourquoi tiers-lieu et pourquoi je me suis lancée dans cette aventure complètement folle et complètement parfois utopique, mais très formatrice et très enrichissante. Donc s'il y a des porteurs ici, ne portez pas espoir, j'en vois quelques-uns que je connais, et je vois qu'ils sont toujours là, donc je me dis qu'ils n'ont pas perdu espoir, donc c'est cool. Et du coup, moi j'ai lâché mon job très confortable en 2018 pour me lancer dans cette folie. Et en fait, pourquoi par quête de sens, hein, la quarantaine aux alentours, la moitié d'une vie professionnelle, envie de faire autre chose.
et puis surtout avoir du sens dans ce que je fais. Donc ça, c'était le premier sujet. Le deuxième, c'était que je passais beaucoup trop de temps chez les grands voisins. Peut-être que certains d'entre vous les ont connus, c'est terminé. Et je me suis dit, quand je serai grande, je veux faire ça. C'était génial, je voyais exactement tout ce que je voulais faire. Donc, et je me suis dit, 20 ans de RERB, ça commence à faire long. Donc du coup, je vais essayer d'ouvrir un tiers-lieu dans ma ville, comme ça, au moins, quand on me dira j'ai mis 1h30 pour venir, moi le seul arrêt que j'ai fait, c'est pour passer voir la boulangerie, ça m'a pris 1 minute 30, donc ça va, je n'ai pas trop à me plaindre. Donc voilà, et puis aussi, moi au niveau personnel, j'étais en pleine transition, je faisais ma transition écologique, et je me suis dit, c'est le moment d'agir, et vas-y, lance-toi, on verra bien ce que... Donc voilà, donc je suis partie dans l'inconnu, et ça a duré quand même 2 ans et demi pour me former, pour comprendre, pour rencontrer, pour discuter, pour partager avec ces gens qui étaient déjà dans l'aventure. Et puis j'ai été frappée à la porte des collectivités, bien évidemment. Donc la première porte, la mienne, c'était celle du maire de la mairie de Palaiseau avec le maire. Il m'a accueilli en mode c'est sympa ton truc, mais il va falloir bosser un petit peu plus si tu veux que je croie à ton histoire. Donc voilà, donc je suis allée bosser et je suis revenue avec un dossier assez conséquent. Et donc là, il m'a dit banco, on essaie d'y aller. Et j'ai eu la chance que lui aussi était un peu en transition sur la ville. Et il avait besoin de porteurs de projets, un peu de citoyens qui se lancent pour soutenir et mettre des actions en place dans la ville autour de la transition. Donc je suis arrivée au bon moment, j'ai envie de dire, un peu un alignement de planète. Et donc il nous a mis à disposition un lieu en plein cœur de la ville, ce qui est quand même le nerf de la guerre pour tout porteur de projet. Parce qu'un tiers-lieu, c'est avant tout une dynamique et une communauté, mais quand on en parle aux gens, la première chose qu'ils vous posent, c'est « il est où ?» Et là, on dit nulle part, mais on peut quand même discuter. Et oui, mais on reviendra quand vous aurez un lieu. Donc voilà, donc c'est quand même, ça a été une vraie chance d'avoir cette mise à disposition, en plus vraiment en cœur de ville. C'est un gros bâtiment, il y a 250 mètres carrés, on en exploite 130 pour l'instant. Et donc voilà, donc il est ouvert, c'est compliqué, c'est une aventure de tous les jours, j'ai l'impression de repartir à zéro tous les jours, mais c'est ultra motivant, c'est la création de dynamique de territoire, on rencontre des gens souvent passionnés et ultra intéressants, et on se dit que de toute façon, il faudra que ça passe par nous, quoi, donc il ne faut pas lâcher. Donc voilà, j'ai encore plein de trucs à faire. Il y a une outil tech qu'on doit monter, il y a le café associatif, on a l'EHPAD en face, donc on doit faire de l'inclusion sociale et de l'intergénérationnel avec eux, quoi. Des projets, on en a plus que ce qu'il nous faut, mais on manque de temps, de bras et de gens qui s'impliquent dans le monde associatif. C'est aujourd'hui compliqué, avec le Covid qui est passé par là, ça a encore compliqué encore plus les choses. Et donc voilà, s'il y a des porteurs, il y en a déjà qui sont là, qui ont bien lancé leurs choses, et je ferai un petit tour pour leur dire coucou parce que j'en connais quelques-uns. Et voilà, et puis s'il y a des gens qui ont envie de se lancer, soyez fous, allez-y. Du coup, je peux quand même te demander quels ont été les principaux obstacles sur ta route Des obstacles, il y en a plutôt aujourd'hui maintenant que le projet, des obstacles, rien n'est insurmontable, mais le premier obstacle, c'était vraiment le lieu, qui pour moi, du coup, a été une opportunité assez... ça a été rapidement réglé, j'ai envie de dire. Les vraies grosses difficultés, on s'en cache pas, c'est le modèle économique, parce que soit le modèle juridique, c'est souvent une association avec une préfiguration SIC, où on part directement sur une SIC. Mais du coup, pour des soutiens, c'est toujours plus compliqué. Les collectivités ont encore du mal à comprendre l'importance d'une SIC et l'intérêt de s'intégrer dans une SIC au nom des collectivités et tout. Donc on est encore sur des sujets où on a besoin de vulgariser la chose avant que les choses avancent. Et puis quand on a envie que ça avance, du coup on monte une association parce que c'est hyper facile à monter. Et puis ça prend pas trop de risques en fait. Donc, parce que là, il y a quand même plein de choses on se pose quand même. Il y a des nuits où on dort pas beaucoup. Et donc du coup, on a monté cette association aussi pour avoir des soutiens financiers et aller chercher de la subvention. Il n'y a pas photo. Et donc voilà, donc ça, la première difficulté, donc le lieu, moi je ne l'ai pas trop eu. La difficulté aujourd'hui, c'est rendre le projet pérenne, parce que quand on lance un projet, on est souvent assez facilement soutenu, parce qu'il y a de l'investissement et tout, donc on arrive un peu à nous aider, mais c'est plutôt sur la pérennité de la chose, plutôt le fonctionnement qui est compliqué à mettre en place et à créer un roulement en fait. Et puis toute la difficulté du monde associatif, c'est le bénévolat. C'est un vrai sujet aujourd'hui, qui est un vrai sujet national, c'est pas un sujet de tiers-lieu.
C'est comment attirer des gens qui s'investissent, qui ont envie de s'investir, qui croient à un projet. Il y a plein de gens qui croient toujours à tous les projets, mais l'investissement est rarement derrière. Et puis une fois qu'il est là, c'est faire garder nos bénévoles, quoi, qu'ils aient un intérêt à venir sur notre projet. Et voilà, moi je dis toujours que quand quelqu'un rentre dans le tiers-lieu, il faut que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde en fait. Il ne faut pas que l'un tire la couverture plus qu'un autre. Et donc c'est ça, c'est garder ces gens autour de nous et puis leur donner la confiance de faire par eux-mêmes. Ils ont quand même toujours encore besoin de quelqu'un qui les dirige, et l'univers des tiers-lieux, c'est plutôt ça, c'est plutôt venez avec vos idées, venez comme vous êtes et construisons ensemble les choses, plutôt que tiens j'ai une idée, est-ce que tu pourrais venir, tu pourrais le faire pour moi presque, et donc c'est pas ça le sujet. Donc ça c'est, le bénévolat est un vrai problème, le modèle économique est très compliqué à trouver, très honnêtement. Donc on y arrive, mais c'est du temps, aller discuter, échanger, aller voir les acteurs du territoire, de leur faire comprendre qu'on a un intérêt à être sur le territoire pour créer une dynamique de lien, autant économique que sociale. Donc on fait aussi un peu des actions de collectivité, hein, donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'elles. Donc voilà. Et puis le dernier sujet, c'est vraiment ça, c'est travailler avec les collectivités. C'est compliqué aussi parce que la temporalité est souvent pas la même, et parfois on s'essouffle et on se décourage. Mais voilà, donc, et puis j'ai envie de dire, tous ceux que je n'ai pas encore vus, qui vont arriver dans la figure au fur et à mesure du projet, on les prend un par un, et puis on essaye de dédramatiser les choses, et puis parfois il faut se rendre à l'évidence que ça ne marche pas, il faut passer à autre chose, ou il faut essayer de le faire autrement. Et voilà, donc c'est une aventure du quotidien qui se renouvelle. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Merci Valérie. Juste, tu as une autre casquette aussi, c'est que tu es membre actif de A+, c'est mieux. Exactement. Juste parce que ce qui n'est pas prévu, mais peut-être que de nous dire un mot sur l'intérêt d'avoir une association qui fédère un peu au niveau de la région, et qu'est-ce que ça peut créer comme synergie. Ouais. En fait, comme tout porteur de tiers-lieu, à un moment donné, on va chercher des infos à ceux qui ont déjà fait pour être soutenus et comprendre comment ça fonctionne. Et partant de là, moi je fais comme les porteurs que j'accueille de temps en temps pour expliquer le projet, et j'ai fait la même chose. Et en fait, on se rend compte qu'on est nombreux à vouloir porter des projets, on est nombreux à se poser toujours les mêmes questions. Et donc on s'est monté en collectif de tiers-lieux un peu hybride, parce qu'il y avait quelques collectifs sur l'Île-de-France. L'Île-de-France, en plus, c'est une région un peu compliquée à gérer. On est quand même vraiment tous différents, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On n'a pas vraiment de socle commun. Donc c'est un peu compliqué, et en fait donc on a monté une association, et puis de fil en aiguille on est devenu un réseau de tiers-lieux Île-de-France, mais plutôt des tiers-lieux hybrides, parce qu'il y avait déjà vraiment les espaces de coworking qui avaient leur propre réseau. Il y avait le Actif qui est surtout un réseau très culturel, et les tiers-lieux un peu hybrides comme ça, il n'y avait personne. Donc du coup, à force de discuter ensemble, et puis à force d'avoir énormément de personnes qui venaient nous demander comment on fait, machin et tout ça, on s'est dit qu'il y avait vraiment besoin de faire un réseau, besoin de mailler les territoires. Et donc comme à plus CME, j'étais la seule de l'Essonne, j'ai été gentiment désignée référente de l'Essonne. Ce qui aujourd'hui ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, quand il y a des gens de l'Essonne qui cherchent à monter des projets, on les redirige et on commence à discuter ensemble. Mais ce réseau A+, c'est mieux, c'est plutôt une vision, on va dire, un étage au-dessus de la fusée pour faire avancer les choses au niveau d'État, au niveau de structuration, faire de la dynamique, mais sur un étage au-dessus. Et puis essayer de développer et mutualiser des grands axes, que ce soit des outils dont on a besoin, que ce soit des formations et tout ça. Nous, A+, c'est mieux en train de se transformer pour avoir un agrément de formation que chaque tiers-lieu pourra utiliser plutôt que chacun porte, parce que c'est très compliqué de faire de la formation et tout. Donc voilà, c'est plutôt un réseau de commun pour faire du commun, pour être en commun et pour développer des grosses structurations qui, à nous tout seuls, sur nos petits territoires, est un peu compliqué à monter nous-mêmes. On parle du cycle autour, du coup. Et du coup, oui, alors j'ai à peine participé parce que j'étais très débordée par mon tiers-lieu, alors que c'était sur mon territoire, c'était quand même un peu triste. Mais à la fin de l'été, il y a eu un cycle tour des tiers-lieux pour visiter quelques tiers-lieux sur le territoire d'Île-de-France Sud, donc un petit départ de Paris. Et c'est passé, je crois qu'ils sont venus vous voir, l'Abeille Cool. Ouais, l'Abeille Cool, vous êtes venus. Ouais. Ils sont passés à Baudreville. À Baudreville, ouais. Et voilà. Il y avait 14 tiers-lieux, et en vélo, en mode super sympa. Ils étaient une petite cinquantaine. Toi, tu les as accueillis à Baudreville, je crois, ouais.
Donc voilà, ça a été une belle réussite. C'était un souhait d'Aurélien qui ne vit que par les tiers-lieux et le vélo. Donc il a déjà visité énormément de tiers-lieux en France et donc il n'avait pas fait en Île-de-France. Donc c'était hyper cool et je pense qu'il y a des projets comme ça qui vont se créer. Et ça aussi, ça fait de la dynamique et d'une façon assez différente parce qu'on prend le temps d'échanger, de découvrir des lieux, de rencontrer des gens extraordinaires. Donc, et il y a les portes ouvertes. et les portes ouvertes, c'est le 14 novembre. Voilà. Ouais. Donc aussi, même vous d'ailleurs, tous tiers-lieux qui êtes là, si vous voulez profiter de ce sujet, à plus c'est mieux via le consortium, parce qu'il y a un consortium Île-de-France maintenant. Via le consortium, on met en place un système de portes ouvertes des tiers-lieux. Donc chacun fait un peu ce qu'il veut dans son tiers-lieu. Il n'y a même pas besoin de créer plus d'animation. C'est juste d'informer les gens qu'il y a des tiers-lieux à côté de chez eux ou aller visiter celui qui est un petit peu plus loin de chez soi. Et ces portes des tiers-lieux, donc ça doit être toute la semaine du 14 novembre au 19. Voilà, 19. Et si vous voulez en faire partie, vous allez sur A plus c'est mieux, il y a tous les outils de communication où vous pouvez rajouter vos logos et tout ça, comme ça fait un outil commun. Donc c'est ça aussi, A plus c'est mieux, c'est de faire des outils communs sur de l'événement un peu, qui s'éloigne un peu plus que notre territoire et de profiter de ces actions. Donc voilà, donc n'hésitez pas, l'ébullition sera bien évidemment ouverte. On va essayer de faire 2-3 trucs en plus que ce qu'on fait toujours. Voilà. Merci Valérie, merci beaucoup. On va terminer ces témoignages de cette table ronde avec Myriam, qui est utilisatrice, alors c'est un mauvais mot, pardon, usagère, actrice, contributrice, je ne sais pas quel mot. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. On en avait parlé au téléphone d'un écolieu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience, toi, d'utilisatrice, donc d'usager? Nous, je dis nous parce qu'on est plusieurs familles. En fait, on est rentré dans le système tiers-lieu par le biais de l'instruction en famille. Donc en Essonne et dans le sud d'Yvelines, il y a pas mal de familles qui font l'école à la maison. Et comme vous le disiez tous, le souci, c'est le lieu. Donc nous aussi, on se retrouve sans domicile fixe pour aller à l'école. Et le but, c'est pas de rester chez soi avec ses enfants, au contraire, c'est de se rencontrer entre familles, pour échanger. Et une des mamans était en contact avec l'écolieu de Grivry, alors ça, le début du projet, c'était il y a 2 ou 3 ans, où c'est une école, je dis c'était, parce qu'elle a fermé à la rentrée de septembre, mais c'est une école, un collège alternatif, et qui avait aussi la casquette tiers-lieu, parce que leur objectif c'était justement de mélanger les cultures, les générations, les points de vue. Et donc ils nous accueillaient 2 après-midi par semaine pour faire les ateliers avec les enfants de l'école. Donc il y avait de la permaculture, et puis il y avait aussi du théâtre, il y avait des intervenants, enfin c'était très varié. Donc ça a très bien fonctionné jusqu'au moment où, de notre côté, nous, famille, on ne savait pas trop ce qu'on attendait en fait. Parce que nous on cherchait surtout un lieu pour nous retrouver, pour nous regrouper, faire des activités. Et puis le tiers-lieu de Grivry, l'école, était aussi encore en recherche en fait de fonctionnement, parce qu'il n'y avait pas très longtemps que c'était créé. Et du coup, il y a eu des difficultés, voilà. Chacun se cherchait un petit peu, on a eu du mal à se comprendre. Donc l'expérience s'est terminée un petit peu brutalement au bout d'un trimestre, on va dire. Et puis de toute façon, là-dessus, il y a le Covid qui est arrivé après, donc voilà. Et puis l'année dernière, ça a repris. Et une maman qui avait rencontré Cécile, qui s'occupe de la permaculture à Grivry, nous a dit voilà, il y a un projet d'atelier permaculture le mardi, qui veut venir. Alors moi j'ai levé la main tout de suite. Donc j'y suis allée, on est 5 ou 6 familles, et ça fonctionne très bien. Donc tous les 15 jours, on se retrouve à l'écolieu de Grivry et on fait de la permaculture avec Cécile. Alors l'année dernière, l'hiver, il n'y a pas trop grand chose à faire au jardin, donc on a appris à faire de la vannerie, à greffer des arbres. Les enfants ont fait des recherches, on a discuté de permaculture, de fonctionnement en fait. Voilà.
Et il y a d'autres publics que celui des enfants dans ce tiers-lieu? C'est Alors, mixte, il y a déjà les parents qui viennent, c'est parents-enfants, et de temps en temps, il y a aussi des gens qui ont rencontré Cécile et qui se disent on va venir. Donc il y a d'autres publics, oui. Donc c'est ouvert en fait. Oui. Et puis il n'y a pas que les mardis, on fait aussi les samedis, il y a les bottes à contes. Donc c'est des balades contées et qui mixent un conte et qui est fait par Barbara, qui fait partie de l'Écolieu, qui fait les ateliers théâtre, et Cécile qui est sur le stand là dehors, qui elle c'est la partie botanique. Donc sur 1h30, 2h, on parle conte et botanique. Et puis il y a aussi des week-ends. Alors j'ai pas participé à beaucoup de week-ends, mais je sais qu'il y a des week-ends organisés. L'année dernière, il y avait des ateliers ponctuels en soirée culinaire. Ouais, c'est très varié. Donc c'est pas que pour les enfants. Non, pas pour du le tout. coup. C'est pas nous, on est rentrés par le biais justement, on cherchait un lieu pour nous retrouver. Et voilà, l'école de Grévry nous avait accueillis de bras ouverts, donc on est arrivé. Super. Très bien. Merci. Et peut-être des difficultés, donc tu as évoqué que ça s'est arrêté au bout d'un moment parce qu'on ne se comprenait pas. Oui. Aujourd'hui, tu vois que c'est lancé, c'est dans une bonne dynamique et que ça devrait continuer très bien. Aujourd'hui, oui, ça marche très très bien. Il y a des projets. L'association a pu avoir, parce que comme le collège a fermé, pour l'instant on est encore plus ou moins sans lieu. Alors il y a un lieu qui est en construction, en chantier participatif, qui n'est pas encore terminé. Donc pour l'instant il n'y a pas vraiment de salle pour accueillir du public, entre guillemets. Et l'association a réussi à avoir une salle municipale de Gomez-le-Châtel. Et on peut en bénéficier, donc le mardi matin, on peut se retrouver là-bas et faire des ateliers, des rencontres libres. Ok. Voilà. Donc c'est ça en fait, la difficulté dans tout type de projet, c'est le lieu. Et aussi, moi j'ai fait partie de pas mal d'associations, c'est de trouver aussi des bénévoles, des gens qui animent. Parce que même nous en fait, il faut faire l'interface avec l'écolieu. Et du coup, c'est un peu tout le temps les mêmes qui gèrent, qui passent du temps, à faire l'interface, à regrouper les gens, les informations, etc. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers vous. Est-ce qu'il y a des questions pour nos intervenants, nos témoins? Oui, alors du coup, c'est vrai que c'est une question qui concerne plus ceux qui ont parlé avant. C'est une question pour Monsieur Houillon, quand vous parliez de la difficulté avec l'agglomération, de les convaincre et qu'ils ne voyaient un peu que la partie économique. Si j'ai bien compris, c'était... Et je me suis juste demandé, quand vous avez parlé d'équipement, je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question, mais est-ce que quand on parle d'un équipement type piscine, médiathèque, est-ce que là aussi ils regardent que l'équation économique, ou bizarrement pour ces lieux-là c'est pas un sujet? Et donc je me demandais juste quel est je trouve que c'est vraiment intéressant de se poser cette question en fait. Est-ce que le tiers-lieu n'est pas vu comme un équipement comme les autres, ou est-ce que en fait c'est une réalité, tous les équipements publics doivent avoir une rentabilité économique et donc le tiers-lieu n'y échappe pas? Je sais pas si c'est clair ma question. Ah si, c'est très clair votre question. Aïe, désolé. Non, Non mais c'est important. Clairement, le lieu sur lequel on est porté aujourd'hui est un lieu qui a été abandonné par l'agglomération, qui n'y voit absolument aucun intérêt. Qui s'appelle la Maison de l'Environnement, des Sciences et du Développement Durable, qui a été abandonnée en 2015. En 2015. Sur lequel on a un certain nombre d'acteurs du territoire qui sont intéressés pour avoir un certain nombre d'activités. Alors la Maison de l'Environnement, à la base, c'était un projet scientifique autour de l'éducation à l'environnement et de la transition écologique, et il accueillait les locaux de l'Agence locale de l'énergie du climat notamment. Quelque chose qui semblait
en tout cas nous, à Manille-les-Hameaux, qui semblait intéressant et communautaire surtout, à la fois pour l'agglomération de Saint-Quentin, pour le parc naturel dont on fait aussi partie, et aussi pour l'ensemble du développement scientifique qui est sur le plateau de Saclay de manière générale. Mais bon, l'agglomération a considéré que ça ne servait à rien. J'ai pas l'habitude de faire langue de bois, donc à un moment donné j'y vais. Donc ils ont considéré que ça sert à rien, et les seuls qui l'utilisent aujourd'hui, c'est nous en tant que collectivité avec les associations, sur l'ensemble de notre programmation culturelle, et aussi l'ensemble des activités associatives, de rendus associatifs, de spectacles, etc. Là-dessus, donc aujourd'hui, c'est un équipement qui a une salle de conférence, qui a un lieu qui peut faire une salle d'exposition, un accueil, un bar, et puis des salles de réunion qui étaient le lieu de l'ALEC. Et quand j'évoquais tout à l'heure Fab Lab, coworking, conférence, et toujours un quatrième que j'oublie à chaque fois, ressourcerie, voilà, merci. Finalement, on a un certain nombre d'espaces à l'intérieur de tout ça qui pourraient rassembler tout ça. La ressourcerie de manière un peu plus compliquée, parce que dès qu'on dit ressourcerie, on imagine des grands entrepôts, ou sinon il faut la spécifier sur plutôt quelque chose de recyclerie, sur une thématique en particulier, mais il se trouve aussi que sur cet espace-là, il y a encore des terrains disponibles. Voilà. Donc pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Maintenant, forcément quand on dit tout ça à l'agglomération, c'est nous, de toute façon, on considère que ce lieu n'existe plus pour nous et on ne veut plus rien payer dedans. Donc quand une collectivité ne veut plus rien payer dans un lieu, ça veut dire qu'il faut qu'elle n'ait plus aucune charge, à la fois sur le fonctionnement, mais aussi sur la pérennité de l'équipement lui-même, les travaux d'entretien, etc. Et donc aujourd'hui, nous, c'est ce modèle économique qu'il faut qu'on arrive à trouver. Si on veut réussir à transformer ce lieu, justement, sur le tiers-lieu qu'on imagine, avec les acteurs qui sont intéressés. On a le Fab Lab, ça fait, Laurence, à peu près 2 ans, que nous, on est d'accord en tant que commune pour les accueillir, et les bras ouverts, et on essaie de trouver, en ce moment, on leur a proposé de démarrer leurs activités dans d'autres lieux. Ils ont le stockage d'un certain nombre de matériel sur la commune. Mais voilà, c'est compliqué de démarrer dans un lieu qui ne nous appartient pas et dont on sait que le propriétaire ne veut rien payer. Donc on est encore en discussion. Je suis optimiste. Alors de nature, mais aussi là par rapport aux différentes discussions, parce que ça progresse, et puis on sait aussi que c'est des combats culturels, ces choses-là, et il y a d'autres choses sur lesquelles on était un peu dans les mêmes positions, et je vais reparler de la ferme de Bulloyer, qui était un lieu qui devait être vendu au plus offrant. Aujourd'hui, l'agglomération est en train d'y créer ce qu'on pourra appeler à terme un tiers-lieu, sur la notion de l'insertion, de l'agricole, de l'animation touristique même, et tout le monde est déjà très motivé, l'agglomération aussi. Et souvent, en tout cas maintenant, je pense que c'est par l'exemple qu'on arrive à montrer l'utilité de la chose, et surtout montrer que ça fonctionne. Le cyclotour et puis d'autres initiatives qui sont prises par le parc, ce que vous évoquiez sur justement la visite pour des élus d'endroits comme cela, parce que vous dites tiers-lieu, mais même à n'importe qui, c'est tout et n'importe quoi. Désolé pour le n'importe quoi, mais c'est le retour qu'on en a, et pour certains élus, c'est oh là là, encore un truc qui va nous coûter super cher à la collectivité et qui nous servira à rien au bout de 2 ou 3 ans, ou qui périclitera au bout de 2-3 ans. Et nous, à Manille, et moi en particulier, on nous prend souvent pour des illuminés au niveau de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui s'est construite sur faire du logement et faire des sièges sociaux d'entreprise. Voilà. On a eu le même problème sur l'agriculture. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Même les représentants de tiers-lieux ont droit à la parole. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Merci. Oui, Cyril Brosset, moi je suis dans le 95 en fait, et je suis venu ici pour
pour voir, voilà, voir ce qui se passait, parce que éventuellement, voilà, je pourrais être un porteur de projet. Et justement, ce qui m'intéressait, c'est de savoir un petit peu comment vous identifiez les besoins de la population. Alors, j'ai bien compris que la commune avait fait une enquête, mais de là, entre répondre à une enquête et après vraiment utiliser les services et participer régulièrement, il y a un pas. Comment vous arrivez à identifier les besoins de la population? Voilà, vous parlez de ressourcerie, de coworking, de Fab Lab, etc. Mais est-ce qu'il y a vraiment vous êtes sûr qu'il y a des besoins de la population locale sur ces services? Je pense que la question est pour vous encore. Au-delà de ça, c'est la connaissance des acteurs sur le territoire aussi. Alors, il y a une partie déjà où on a des choses qui préexistent. Le Fab Lab, clairement, il préexiste. Il participe à nos forums des associations depuis maintenant 2 ou 3 ans. Il participe à un certain nombre d'animations qui sont aussi sur le territoire depuis plusieurs années. Ils savent qu'ils ont déjà un listing d'une 50aine ou d'une 60aine de personnes qui sont intéressées pour venir participer. Et eux-mêmes ont déjà leurs bénévoles qui attendent en fait le lieu. Voilà. Ils trépignent même là-dessus, et j'en suis vraiment désolé pour eux en plus. Donc cette partie-là, on l'a. Toute la partie d'organisation de conférences, etc., on l'a aussi en fait. Après, c'est sûr que des conférences, c'est pas forcément ce qui entretiendra un lieu en termes financiers. Hein. Ensuite, sur la question du coworking, on a à la fois cette enquête et donc l'enquête qu'on a faite avec le parc, et on a aussi des retours du service de développement économique de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui pour le coup, dans le cadre du développement économique, est assez formé, et où on nous signale que sur une collectivité comme la nôtre, un espace de coworking peut être intéressant. On parlait de mobilité tout à l'heure, en fait au début des bouchons. Et donc on nous dit que ça peut être quelque chose d'intéressant, sauf que il faut qu'il y ait de la vie autour, sinon on n'y arrivera pas. Et c'est toute cette synergie-là qu'il faut réussir à mettre en place. Après, au-delà de tout ça, on a aussi notre propre connaissance du territoire et les capacités bénévoles d'animation de manière générale, et aussi des services communaux qui sont à côté. On a un centre social sur la commune, on a un service vie associative, on a des services techniques qui sont top pour pouvoir accompagner un certain nombre de choses. On a la chance, même si en effet on sait qu'il y a une problématique de renouvellement de bénévoles et puis de changement d'habitude bénévole au fil des années, on a cette chance encore sur notre commune d'avoir ce terreau important. Presque pour avoir une autre expérience passée qui date maintenant d'il y a un peu plus de 10 ans, en mettant tout le monde dans un même lieu et en les faisant bosser ensemble, c'est Sandrine ou vous qui parliez d'intelligence collective, finalement les gens ils finissent par monter plein de projets ensemble. Et ces gens-là qui montent plein de projets ensemble, derrière, s'ils acceptent toujours qu'il y ait d'autres personnes qui viennent, ça fait boule de neige. Nous, on l'a connu, je vous disais, il y a plus de 10 ans, sur une simple maison des associations. Alors ici, ça tombe bien, on est dans une maison des associations inaugurée récemment. Mais la maison des associations chez nous, ça a fait que toutes les associations se sont encore plus parlé qu'avant. Et ça a aidé justement à ce qu'ils développent des projets communs au fur et à mesure. Alors après, certes, il y a encore des animations, des liens entre tout le monde à toujours créer, à maintenir. Et ça se fait parfois pas forcément tout seul. Mais l'unité de lieu est toujours intéressante là-dessus et permet de progresser. Merci. Une dernière question peut-être? Un complément? Merci beaucoup. Pour compléter les propos de Bertrand Houillon, c'est aussi notre rôle de mettre en relation la vie associative. Et donc, contrairement à ce qui a été évoqué par Valérie tout à l'heure, chez nous, il y a une cohésion de la vie associative.
il y a un comité de la vie associative. Donc toutes les associations travaillent ensemble et on a tout un tas d'activités transverses. Elles ont été citées tout à l'heure par Bertrand avec par exemple le Ripper Café. C'est vraiment 2 ou 3 associations qui se sont liées pour créer ce Ripper Café. Donc ce sont ces actions-là qui peuvent être portées par la collectivité pour aider les habitants à pouvoir s'aider. C'est un travail, j'ai entendu 2 ans de travail. Nous, c'est plusieurs années effectivement de travail aussi pour cette mise en relation de la vie associative. C'est ce comité de la vie associative qui nous permet, pour répondre à votre question, de connaître les besoins des habitants et puis aussi, pourquoi pas, de créer le besoin. Leur expliquer, c'est possible. Et là, c'est notre job, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit sur la ville. Bertrand disait que quelquefois, on passait pour des illuminés. La preuve, je complète les propos de monsieur le maire. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ben, écoutez, on a parfaitement respecté le timing. Ah, alors, une courte, une réponse courte. Oui, c'est à partir de vos expériences à tous, et monsieur le maire aussi. Moi, j'ai participé à plusieurs tiers-lieux. On a toujours, enfin 2 fois, et à chaque fois, il y a eu un problème. C'est que les mairies ne nous soutenant pas, ou les communautés de communes ne nous soutenant pas, ou imposant des baux de 6 mois, ne voulant faire aucun travaux, ça ne marche pas. Parce que quand on n'a pas une mairie derrière soi, ça ne marche pas. Enfin, j'ai cette impression-là. Est-ce que c'est une bonne impression? Est-ce que c'est faux? Et comment faire quand une mairie bloque, vous impose des normes alors qu'elle pourrait passer outre? Est-ce qu'une mairie peut passer outre certaines normes aussi? Désolé. Mais dès qu'on parle de normes, voilà. Parce qu'on l'a. Et c'est horrible, en fait, pour des élus. Alors, certains, ça les couvre, tant mieux, et ils sont contents et ça évite de travailler dessus. Mais nous, en fait, qui voulons avancer sur certains dossiers, eh ben, on est face à des murs à chaque fois, mais des vrais murs. Par exemple, cette fameuse maison de l'environnement, des sciences et du développement durable. Moi, je rêve qu'on ait des acteurs associatifs, le Fab Lab, qui soient là et qui puissent tout simplement entretenir en fait le lieu. Quand je dis entretenir, c'est les ampoules, c'est refaire des sièges parce qu'on sait que les sièges sont certains sont un petit peu cassés dans les gradins, c'est refaire des peintures, etc. On rêve même de ça, comme le font certaines communes rurales, de faire des chantiers avec les habitants, parce que de toute façon, nos collectivités n'ont plus d'argent de base. Donc, de se dire, on doit faire des travaux de peinture dans les classes, dans les écoles, un peu partout, ou on doit refaire un entretien quelque part, on le fait avec les habitants. Une fois qu'on se dit ça, nous, après il y a les normes. Et là, on essaye de trouver le moyen de biaiser les choses, mais tout en nous couvrant aussi nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi on a les épaules larges, on veut bien tout prendre, mais ça peut vite devenir compliqué à un moment s'il y a le moindre accident, les responsabilités, etc. Donc à partir du moment où moi je suis à peu près rassuré là-dessus, on foncera. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé les biais justement pour permettre tout ça, parce que de base, dans un équipement public, ce n'est pas un privé qui peut faire les choses, sauf s'il est sous contrat de prestation, etc., et qu'il est professionnel dans ce cadre-là. Après, on a d'autres problématiques sur la ferme qu'on a construite. Elle a été construite par la collectivité, donc ça veut dire aux normes de collectivité. Un agriculteur qui crée son hangar, il met 4 planches, personne ne lui dira rien. Une collectivité qui crée un hangar et qui le met ensuite à disposition, quelle que soit la convention, même avec un bail rural environnemental, s'il y a un problème dedans, c'est la collectivité, donc le maire qui prendra. Même dans ce bâtiment-là, on a fait un espace qui est carrément en ERP, c'est-à-dire comme ce bâtiment public-là. Parce qu'on a cette obligation en tant que collectivité, ça nous coûte à chaque fois 4 fois plus cher que pour tout le monde. Alors voilà, c'est le problème face auquel on est. Par contre, ça ne doit pas être une excuse. Voilà, je précise là-dessus. Mais de l'autre côté, il faut bien que l'ensemble des habitants ait bien conscience de ça aussi,
et de ne pas nous tomber dessus en fait directement, à la fois parce que c'est trop long et trop lent, mais à la fois aussi si derrière il y a une difficulté, quoi. Donc on va finir sur cette note de nécessité de dialogue peut-être entre les porteurs de projets, les collectivités, les gens qui les accompagnent, les usagers. Moi, ce que je me dis en fait à la fin de cette table ronde, c'est qu'il y a aussi beaucoup de choses maintenant qui sont faites pour la professionnalisation, on va dire. C'est pas un gros mot dans ma bouche. De tous les acteurs des tiers-lieux, et notamment ce festival, parce que se rencontrer, discuter entre porteurs ou futurs porteurs, et voilà, dans ce lieu, c'est quand même très sympa pour apprendre des choses. Donc merci de votre écoute, et puis n'hésitez pas à aller discuter encore avec nos panélistes autour d'un, je sais pas quoi, dans un food truck, là, qui doit avoir quelque chose à manger, là, Teddy. Voilà, merci, et puis bonne suite de festival. Merci. Merci à tous les quatre, merci d'être venus.